Le cercle RH, le cercle des experts pour balayer l'actualité, elle est riche évidemment avec ce focus sur les retraites que vous suivez. La loi a été votée, mais il reste le Conseil constitutionnel et on va en parler avec mes invités. On va vous faire revivre, vous l'avez peut-être lu d'ailleurs dans les Échos, la tribune de Juliette Funès, elle est venue chez nous, elle est philosophe. C'est un petit coup de gueule sur la notion d'égalité, d'égalitarisme, le rapport aux valeurs. C'est un sujet d'ailleurs qui fait écho au débat posé par les retraites. Et puis on terminera par un serpent de mer, mais qui revient régulièrement, qui est le salaire des grands patrons. Et là, c'est le salaire de Patrick Pouyanné, puisque proposition du comité des rémunérations d'augmenter de 10% le salaire de Patrick Pouyanné, dans un contexte évidemment où les Français sont inquiets pour leur pouvoir d'achat. Que faire ? Faut-il continuer à augmenter les grands patrons du CAC 40 ? Mes invités sont avec moi. Pascal Johannin, ravi de vous accueillir. Bonjour Arnaud. Merci d'être là. Directrice générale de la Fondation Robert Schuman, avec le célèbre Atlas, indémodable Atlas. Oui, et le rapport Schuman qui va sortir dans quelques jours. Ah, c'est un teasing, le rapport Schuman. Parce que vous l'aviez évoqué la semaine en 15. Voilà. Et ça y est, il est sur le point de sortir. Il va bientôt être en librairie, là, juste début avril. Qui est un document évidemment important, de référence. Merci d'être avec nous. Sébastien Verned, un nouvel expert dans ce cercle fermé, associé de partner chez SIA Partners. Merci d'être avec nous. Et puis Albin Saint-Joigny, bonjour Alban, et non pas Albin, consultant chez Backbone Consulting. Les retraites, tout le monde se dit mais où va-t-on ? Blocage institutionnel, une difficulté sur cette motion de censure qui est passée, ric-rac comme on dit, mais qui est passée. Et puis il reste cette dernière étape, et je mets de côté le mouvement social et les mouvements spontanés de rue, le Conseil constitue le CDI senior. Ça, c'est un sujet intéressant parce qu'il a été rajouté pendant la CMP, porté par les élus de droite. Certains disent que ça va être retoqué et que ce CDI senior n'a aucun sens. Quel est votre point de vue, Alban ? Alors déjà, on peut revenir sur la mobilisation qui est toujours croissante et qui est toujours aussi forte. Qui ne se dément pas. D'un point de vue de l'opinion, c'est toujours la réforme des retraites est toujours le sujet en ligne le plus commenté, avec plus de 3 millions de messages qu'on a utilisés et analysés grâce à nos outils depuis une semaine. Il y a les Français vivent aussi, à travers les réseaux sociaux, cette mobilisation par procuration. On voit tous les types de canaux utilisés, Signal, Telegram, Snapchat, des boucles WhatsApp, des groupes privés sur Facebook. On sent qu'aussi ce mouvement est en train de se durcir, de s'intensifier, d'être plus violent. On parle d'une gilet jaunisation du mouvement. En revanche, à la différence donc Alban, mon CDI senior, vous êtes en train de le mettre dans votre poche et vous dites après tout, ça, les Français s'en moquent un peu, ils sont peut-être même pas au courant que c'est dedans. Exactement, puisqu'on est en train de passer d'un mouvement de mobilisation contre la réforme des retraites à celui contre le gouvernement. Et en plus de ça, les jeunes sont très mobilisés. On l'a vu, juste un exemple et une petite anecdote. Pendant le vote de la motion de censure lundi après-midi à l'Assemblée nationale, c'était le sujet le plus streamé sur Twitch par les jeunes, donc lundi après-midi. Ce qui prouve bien qu'effectivement les jeunes sont en train, les lycées notamment et les facs, sont en train doucement de rejoindre le cortège. Je vous vois bouillir Pascal Johannin, parce que vous avez vu, j'ai posé une question sur le CDI senior, et on a quand même fini sur les jeunes qui sont en train d'essayer de renverser la table. Quand même, dans ce bras de fer, ou de cette négociation avec les élus de droite, sénateurs et députés, il y avait ce CDI senior. Ça ne renverse pas la table, hein, le CDI senior, parce que personne n'est au courant réellement, mais ça a quand même du sens. Vous qui avez un regard sur les pays européens et l'Allemagne, est-ce qu'il existe ce type de modèle, c'est-à-dire un contrat particulier pour les plus de 50 pour les maintenir en emploi ? Alors, ce qui est certain, c'est que tous les pays européens ont fait une réforme de retraite et que ce que la France fait aujourd'hui nuit à l'image de notre pays. Il faut voir la presse, hein, quand même. Voilà. Ces maudits Français, qu'est-ce qu'ils ont de particulier pour être aussi agités ? Tout simplement parce que en 1981, un gouvernement de gauche irresponsable a passé la retraite à 60 ans et que maintenant on estime que c'est plus possible de revenir en arrière. Alors que tous les pays, tous, y compris... On n'était pas à 60 ans, on était à 62. Hein. Oui, mais la retraite à 60 ans, c'était à 80. Exact. Hein, d'accord ? Et donc on estime aujourd'hui, si on va dans l'extrême, on voudrait surtout ne pas revenir, à même 62, on faudrait peut-être revenir à 60. Certains évoquent 60. Voilà. Donc c'est bien que c'est ce que je dis. Et donc, cette image est absolument nuisible pour la France, parce qu'on se dit, mais est-ce qu'ils vont se réformer ? Et d'autre part, en effet, quand on a les problèmes d'emploi que l'on a, on s'aperçoit également qu'en Europe, le travail des seniors est davantage valorisé. Alors, on y reviendra peut-être avec la chronique de
de Juliette Funès. Juliette Funès tout à l'heure, la valorisation du travail. Exact. Est-ce que c'est le sens du travail? Pourquoi rester à la maison si on n'a pas d'autres activités? Est-ce que c'est valorisé? On a une expérience. Il y a le mentoring, le tutorat pour former des jeunes. Mais en Allemagne, par exemple, d'avoir une expérience. Ils travaillent plus les seniors parce que le taux Bien d'emploi en sûr. France est de 54,6%. Voilà. Ça ne veut pas dire qu'ils ne partent pas. Il y a un âge limite de la retraite qui est assez élevé dans tous les pays. On part plutôt quelquefois. 65 en Allemagne? Oui, 65. Il y a même des pays qui sont. 67 en Italie. Il y en a même qui sont en train de passer à 67. Parce qu'il y a quand même une chose que le gouvernement a ratée peut-être dans la communication. Oui, c'est l'aspect démographique. Oui. C'est-à-dire que les retraites, ça doit se payer. S'il y a moins d'actifs pour payer les retraites, Et moins de naissances. vous aurez moins de retraites s'il y a moins d'actifs qui les payent. Et donc, votre retraite, elle n'existera plus. Ou elle sera beaucoup plus diminuée. Donc, on emmènera vers une paupérisation. Donc, il faut bien... Et ça a été compris par les autres. Ici, en France, on l'a mal valorisé aussi. Et donc là, c'est une communication qui est assez mauvaise parce que le fond de la réforme était bon et il y a eu en effet toute une série de commentaires ou de mauvaises qui ont entraîné la population à ne pas comprendre la finalité de cette réforme. Tournons-nous vers Juliette Funès. Faisons un peu de philo, mais elle ne fait pas que de la philo, Juliette Funès, parce qu'elle s'intéresse aux entreprises, elle leur parle aux entreprises. Et elle fait une tribune assez forte quand l'indifférenciation mène à l'indifférence. Elle soulève un débat un peu posé finalement par la rue sur... on doit tous être à égalité, et d'ailleurs ça fera écho au débat sur le salaire des grands patrons, parce que ça recèle de la même mécanique, tous à égalité. Elle dit, mais non, il ne faut pas confondre égalité avec égalitarisme, tout ne se ressemble pas, on essaie de mettre des valeurs sur le même plan, elle tape du doigt d'ailleurs sur les charlatans de la formation, en disant, mais on met ces formateurs ou ces charlatans sur le même plan que des diplômes d'État, donc tout se ressemble, tout se nivelle. Comment vous l'avez ressenti, cette tribune? Est-ce que vous vous êtes dit, elle essaie de remettre un peu les pendules à l'heure dans un monde où on perd un peu nos repères, Alban? Oui, tout à fait. C'est une tribune qui est très intéressante et qui tombe au bon moment dans un débat assez intense sur la réforme des retraites et qui pose d'ailleurs le sujet. Les Français ne se reconnaissent pas dans cette réforme, ne se sentent pas reconnus par Emmanuel Macron. On a l'impression justement qu'il est indifférent à leurs revendications. Et au-delà de ça, ça vient poser le sujet de la non-reconnaissance, donc de la colère. Et c'est pour ça que la rue aussi est en colère en ce moment. Et ça nous invite aussi à un autre débat qui est celui de la reconnaissance des métiers de première nécessité, exact, qui avait déjà été évoqué et appuyé au moment de la crise Covid. Et là, on le voit avec les éboueurs, on le voit dans les raffineries. La reconnaissance, c'est aussi et surtout un sujet d'être vu. Ceux qui ont refusé cette réforme n'étaient pas nécessairement paresseux, elle parle déjà au passé, assistés ou trop gâtés, dit Julia, mais estimaient la pénibilité de leur travail insuffisamment prise en compte et reconnue. Voilà ce qu'elle dit dans cette tribune. Ça veut dire, Pascal, que... Encore une fois, je ne veux pas reposer mon CDI senior sur la table, mais la question de la pénibilité qui avait été écartée par Emmanuel Macron, puisqu'il avait supprimé les critères, doit être un élément clé pour, si on retourne autour de la table, reposer ces questions. Il y a des métiers pénibles qu'on ne peut pas faire, soyons honnêtes, jusqu'à 65 ans, 67 ans dans certains pays européens. Enfin, ça me semble assez évident, non? Oui, mais je crois que la pénibilité, dans toute l'Europe en tout cas, il y a des métiers qu'on ne fait pas... On est d'accord. Qu'on fait pas jusqu'à la fin, et donc il y a des... Justement, mais d'où le malentendu de cette grève. Et l'égalitarisme, ça n'existe pas, c'est une vue de l'esprit. L'égalité, oui, et la solidarité. Moi, je pense qu'en effet, avec la tribune de Juliette Funès, il faudrait parler de solidarité, de redistribution. Il y a toujours eu des riches, il y a toujours eu des pauvres, il y a toujours eu des métiers plus faciles, plus difficiles, des gens qui ont eu la chance de faire des études, d'autres qui ne l'ont pas eu. Et donc, il faut qu'en effet, il y ait un espèce de pacte social pour qu'en effet, on ait des gens qui soient un peu des modèles, qu'on soit fiers aussi, qui réussissent. Parce que mais à l'institution d'essayer de rectifier et qu'inversement, ceux qui ont eu ou un handicap ou des accidents de la vie, etc., ou qui sont obligés de faire des métiers fastidieux, pénibles, etc., on les accompagne, ou on essaie de les aider. Mais voilà, dans une logique où on essaie de sortir par le haut et pas par le bas. L'égalitarisme bien pensant s'intensifiant, les hiérarchies s'estompent, l'autorité s'effondre, les niveaux se gomment, la transmission est remplacée par des analogies d'expérience et l'analyse critique par des opinions sommaires. C'est vraiment une philosophe qui s'exprime et finalement elle dit qu'on est dans un appauvrissement global de notre niveau
culturelle presque, pour le dire simplement. Vous êtes d'accord avec cette vision-là? Parce qu'il y a beaucoup de Français il y a deux camps, hein. Il y a ceux qui disent on est tous à égalité, et on en reviendra sur le salaire, on en reparlera sur le salaire des patrons. Puis il y a d'autres qui disent non, il y a des choses, il y a des graduations, il y a des niveaux de valeur, il y a des diplômes. Comment vous regardez ce sujet? Madame de Funès porte le débat sur un sujet philosophique, voire moral. Moi, je le ferais porter sur un débat d'efficacité économique. Aujourd'hui, on a des métiers qui n'attirent plus. On le voit très bien à Paris, partout en France, il y a des hôtels qui ferment des chambres, qui ferment des restaurants faute de personnel. Il y a des lignes de bus aujourd'hui où on baisse la fréquence des bus parce qu'il n'y a pas assez de conducteurs de bus. Il y a des hôpitaux qui ferment la nuit parce qu'il n'y a pas assez de personnel médical. Et donc finalement, ce sujet de la reconnaissance, c'est un sujet très concret. C'est un sujet de qu'est-ce qu'on a à proposer pour que ces métiers redeviennent attractifs. Et si on n'arrive pas à faire ça... C'est le salaire, non? Enfin, vous qui êtes plutôt... Évidemment. Enfin, ça passe quand même par la reconnaissance salariale. La question du salaire est importante. Et on parle beaucoup de dialogue social dans le contexte des retraites. Moi, j'ai la conviction que le dialogue social, il se passe surtout dans les entreprises. Clairement. Et je pense que la négociation sur les salaires, en particulier sur ces métiers en tension et ces métiers dits de première ligne, c'est la clé pour qu'on trouve un pacte social, comme on le disait, mais faut arrêter de demander au gouvernement de porter tous les sujets. Ça se fait aussi dans les entreprises. Et Alban, sur les capteurs que vous avez à travers vos outils, cette fameuse jeunesse, parce qu'elle a souvent été vilipendée, la jeunesse qui, face caméra, dès l'âge de 18 ans, évoquait déjà le drame terrible de devoir travailler une année de plus. Et ils ont été moqués pour certains d'entre eux. Qu'est-ce qu'elle dit, cette jeunesse? Qu'est-ce qu'elle revendique, après tout, sur un débat qui les concerne de très loin en termes de durée d'accès à la retraite, enfin, j'imagine. Oui, tout à fait. C'est assez nouveau de voir la jeunesse s'inviter dans un débat sur la retraite. C'est probablement ça la cache première fois chose. qu'il conscientise le fait même de se projeter dans la retraite. Et ça pose surtout en fait la question du travail, de voir quel va être mon travail, comment est-ce que je veux travailler. Et ça revient à la notion de sens, de singularité, de où est ma place dans la société, dans l'entreprise. On en avait déjà parlé ici avec les études LinkedIn ou encore l'étude de la Fondation Jaurès, où la question du temps, entre le temps personnel, le temps professionnel, et on voit une tendance s'inverser, l'effondrement du mythe de l'homme pressé, occupé. Paul Morand. Exactement. Clément Beaune, le ministre des Transports, un élu de Paris, demande de la sobriété, non pas énergétique, mais salariale, dans l'augmentation du salaire de Patrick Pouyanné, qui, à travers son conseil d'administration et un comité de rémunération, propose 10% d'augmentation de salaire. Dans un contexte où Total est pointé du doigt comme un pollueur et celui qui se serait enrichi sur la crise, notamment la crise Covid, et sur l'augmentation du prix du carburant. Alban, qu'est-ce que disent les Français? Parce que là aussi, ça fait vraiment écho à Julia de Funès. Égalité, égalitarisme, tout le monde même salaire. Ce débat a été posé par Jean-Luc Mélenchon. Absolument. Et il faut déjà se rappeler, en fait, ce n'est pas la première fois qu'on parle du salaire de Patrick Pouyanné, puisque en octobre dernier, il s'était fendu d'un tweet en disant « Je suis fatigué », en affichant Laissez-moi tranquille ses grilles de salaire pour justement démonter cette croyance sur son augmentation de 52%. Là, c'est un petit peu, on va dire, différent. Et à ce moment-là, en octobre, les volumes de messages associés étaient assez importants. On avait quasiment plus de 33 000 messages. La gauche était vent debout. Là, le contexte est très différent. J'ai regardé. Non, vous voyez, ça bouge pas. Il y a moins de 2000 messages concernant cette annonce. Ça tombe dans un timing qui est évidemment très mauvais. Ouais. Le fait que Clément Beaune monte au créneau sur un sujet aussi symbolique sous-entend, de manière assez hypothétique, que le gouvernement cherche à s'attaquer au super profit, qui est quelque chose qu'on leur reproche puisqu'on taxe Emmanuel Macron d'être le président des riches. Et dans cela, on retrouve... Bon, un petit dérivatif, un petit contre-feu de communication, quoi. Sûrement. Probablement. On peut le voir ainsi. Montons la caméra. Le débat du salaire des grands patrons et, par extension, des dividendes versés, puisque ça revient beaucoup dans le débat aussi, les dividendes versés aux actionnaires. Le ministre demande de la sobriété. C'est un mot intéressant. Est-ce que dans des périodes de crise où les salariés peinent à faire leurs courses, pour certains d'entre eux, avec une inflation à 6,3 qui progresse, est-ce qu'il y a un devoir, je dirais, un peu d'éthique, de vertu de la part des grands patrons ? Alors, oui, on pourrait imaginer que... Pour rester dans la philo. Bien sûr, on pourrait imaginer. Encore une fois, bon, d'abord, le salaire des grands patrons, c'est l'entreprise qui le décide. C'est ça. C'est pas Emmanuel Macron qui a décidé de... Voilà. Oh, c'est vrai. Voilà. Donc, non, mais je le dis parce qu'on pourrait penser que... non, il n'est pas autour de la table du conseil d'administration. Donc, chaque entreprise, il y a le résultat. On devrait être fiers
enfin en France en tout cas, on a un problème avec les entreprises qui réussissent. Et bon, dans le domaine de l'énergie, je rappelle qu'il n'y en a pas 36. Hein. Et d'abord, ça s'appelle plus Total, ça s'appelle Total Énergie. Si on regardait, c'est pas que la raffinerie, c'est tout le groupe. C'est un développement vers d'autres énergies, donc qui participe à cette tendance-là. Et en effet, s'il y a des résultats, il faut que voilà. Alors 10%, je sais pas, j'ai pas regardé si les autres entreprises du secteur faisaient la même chose, parce qu'il faut regarder aussi secteur par secteur. Comparer, c'est vrai. Mais en France, on a un problème avec ces entreprises qui réussissent et la rémunération, sachant quand même que ces entreprises, elles emploient, elles ont des salariés dans le monde entier, etc. Et que donc, c'est quand même un modèle. Il vaut mieux des entreprises qui réussissent que des entreprises qui n'existent pas ou qui sont donc ça, mauvaises. c'était Jean-Luc Mélenchon qui avait dit il y a trop de riches en France. Dixit, oui, François Hollande aussi avait dit des choses. C'était 4 000 euros. On est riche à partir de 4 000 euros. Voilà. Donc, souvenez-vous. Je veux bien, mais je ne suis pas sûre que ce soit le concept de la richesse pour beaucoup de gens. Mot de la fin, Sébastien Vernet, sur cette question du salaire des grands patrons. Alors, lancé comme un contre-feu de communication, puisque sur les réseaux, ça vibre peu, dit Backbone. Qu'est-ce que vous en pensez ? Déjà, du point de vue des actionnaires de Total, M. Pouyanné a fait une très bonne année. Ils font 19 milliards d'euros de résultats. Bon, ce serait difficile de leur dire que cette augmentation, elle n'est pas légitime. Et la hausse du carburant y était pour beaucoup. Et justement, là, c'est ce que vous évoquiez tout à l'heure. C'est que finalement, dans l'opinion, même si Alban dit finalement que ça ne prend pas beaucoup, la question qui peut se poser, c'est celle des profiteurs de crise. Bah oui. C'est chacun qui va faire le plein, voit les prix augmenter et se dit... et contribue un tout petit peu. Voilà, donc sur la dimension symbolique, je pense qu'il y a un véritable enjeu. Après, encore une fois, on ne va pas se passer sur le plan de la morale. Il y a peut-être une éthique à avoir, mais le gouvernement est un peu en déséquilibre. Mais ils ont fait des efforts à l'énergie. On leur a demandé, en effet, de faire une ils ont mis la main à la poche. En effet, parce que c'était... Voilà, ils l'ont accepté. Il faudrait peut-être qu'ils le refassent encore. Sébastien, dernier mot. Alors, l'approche de Total de limiter les prix à la pompe est clairement la bonne. Je redonne à tous les usagers... Qui avait énervé Leclerc, hein. Rappelez-vous. Hein. Sachant qu'en effet, dans le prix du pétrole, c'est les taxes qui sont qui permettent de faire le prix. L'État gagne bien sa vie sur le pétrole. Exactement. Donc c'est pas l'entreprise. C'était ça que vous vouliez dire avant de conclure ? Il y a surtout en fait un sujet, cela pose en fait chez les Français un sujet de la déconnexion des élites. C'est surtout ça. Et en fait, il y a énormément aussi, on observe de commentaires en fait sur les réseaux sociaux qui remettent en fait en relativité le salaire de M. Pouyanné en le comparant à celui de Kylian Mbappé ou encore celui de Tim Cook ou un autre patron du CAC 40, M. Tavares, qui gagne 2 fois plus, vraiment 2 fois plus que M. Pouyanné. Et ça, personne... Stellantis, c'est pareil. Stellantis, ça a cartonné. Ça a été Chrysler, Fred Chrysler, maintenant c'est Stellantis. On est d'accord. Ma famille qui vit aux États-Unis, ils ont été employés dans toutes les entreprises et maintenant ils sont revenus sur une entreprise française. Et rappelons qu'un versement de... C'est quand même formidable. Il faut pas se bouder son plaisir. Et un pouvoir d'achat de 4 000 euros. On a quand même des poids lourds qui drainent l'économie et qui font que ça soit un modèle pour peut-être des nouvelles générations. Merci Pascal. 4 000 euros qui avaient été versés aux salariés d'ailleurs de Stellantis, je ne sais pas si vous vous rappelez, il faut quand même le préciser, à tous, en prime, qui était la prime Macron, qu'on appelle d'une manière impropre la prime Macron. Merci Pascal Joannin d'être venu. Prime d'activité qui a changé de nom, exactement. DG, directrice générale de la Fondation Robert Schuman, avec le guide le rapport Schuman 2023 sur l'état de l'Union. On est très en retard. Sébastien Vernet, merci d'être venu nous rendre visite. Vous revenez quand vous voulez. Associé de partner chez SIA Partner. Et merci à Alban Saint-Joigny, consultant Backbone Consulting, avec évidemment le thermomètre planté dans les réseaux et vous suivez ça de très très près. Merci à vous. On termine notre émission avec Fenêtre sur l'emploi. On va parler des chiens, des chats. Oui, c'est intéressant. On va parler de Royal Canin.